Si Ngannou reste trop longtemps loin des cages de MMA, j'ai peur qu'à son retour il soit pas à 100%. Verhoeven en retour de blessure comme ça, il va être dans l'inconnu, j'espère que ça va le faire pour lui. Masvidal, il était connu pour être violent dans la cage, donc forcément maintenant en tant que promoteur, il nous propose des shows très très violents. 3 rounds de 5 minutes, des infos percutantes, alors rentre le menton, lève les bras, protège-toi du début à la fin et... On est le jeudi 2 novembre 2023 et c'est le moment MMA. Et salut à tous, alors c'est la question de ces derniers jours, que va faire Francis Ngannou suite à sa performance contre Tyson Fury samedi dernier? Alors on entend tout, de la boxe anglaise, un combat aux règles mixtes contre Wilder, du MMA. Alors écoutez, hier je vous disais que le boss du PFL aimerait en tout cas voir Francis Ngannou combattre Jon Jones, c'est le seul combat qui fait sens pour lui en MMA, mais il a dit qu'il n'était fermé à rien. Et bah aujourd'hui c'est Eric Nicksick, le coach en chef de Francis Ngannou, qui s'est exprimé et il dit la même chose. Lui, il veut toujours le combat contre Jon Jones. Il explique que Jon Jones est le meilleur et qu'il veut battre les meilleurs. Il explique aussi qu'il veut savoir vraiment qui est le vrai champion de l'UFC, qui est le meilleur poids lourd au monde. Et il dit pour ça, il faut affronter Jon Jones. Mais bien sûr, pour ça, il y a une contrepartie. Il faut que l'UFC mette son ego de côté, c'est ce qu'il a dit. Parce que voilà, l'UFC ne veut rien avoir à faire avec le PFL. Je rappelle que Francis Ngannou est sous contrat avec le PFL maintenant. Mais c'est ce qu'il explique, il dit voilà, Francis Ngannou, il est parti de l'UFC a gagné 0. C'est pas comme s'il y avait eu un transfert, le PFL n'a rien payé pour récupérer Francis Ngannou. C'était une opération à 0$ pour l'UFC. Il dit voilà, maintenant si on fait un événement double PFL-UFC, l'UFC peut gagner beaucoup d'argent, il y a quand même du gagnant-gagnant. Je suis d'accord avec lui, maintenant connaissant Dana White, connaissant l'UFC, je ne pense vraiment pas qu'ils vont le faire. Mon seul petit espoir, c'est si Jon Jones pousse, et c'est le fait que Jon Jones soit en fin de carrière. C'est pas comme si on avait un Jon Jones de 28 ans qui marche sur tout le monde, qui a encore beaucoup d'années devant lui. Là, en effet, si Jon Jones venait à s'incliner contre Ngannou, ça casserait quelque chose à l'UFC. Mais là, Jon Jones, on sait qu'il a peut-être 1 ou 2 combats devant lui. On sait pas, il est actuellement blessé, mais lui, il veut revenir. Hein, il en a parlé hier, il a dit moi, je veux revenir, je veux combattre. Donc écoutez, je pense qu'il y a quand même une infime chance que ce combat se fasse. Le boss du PFL le veut, le coach de Ngannou le veut, je pense qu'Ngannou le veut aussi. Jon Jones, ça ne m'étonnerait pas. Maintenant, ça peut bloquer du côté de l'UFC, et si l'UFC dit non, ce sera non. Je sais pas où en est le contrat de Jon Jones à l'UFC, mais je pense qu'il est verrouillé en tout cas. C'est vraiment l'impression que j'ai. Voilà, donc il a expliqué que tout le monde avait gagné, l'UFC, le PFL, Jon Jones, tout le monde serait gagnant. Il explique aussi que quand Ngannou est parti faire de la boxe anglaise, avant que son contrat ne soit rompu avec l'UFC, lui, il voulait faire de la boxe anglaise et que l'UFC soit partenaire. Il voulait voir l'UFC sous la bannière de Zuffa à l'époque, coproduire son combat de boxe. Il aurait représenté l'UFC aurait gagné de l'argent, lui aussi. Mais voilà, l'UFC n'a pas du tout voulu, donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça va donner? En tout cas, moi, ça me rassure de savoir que la team Ngannou veut aussi ce combat contre Jon Jones. Je suis content. Moi, vraiment, ce que je veux voir, c'est Francis Ngannou en MMA. La boxe anglaise, c'est cool, mais moi, mon truc sur les MMA, Ngannou, il vient du MMA. Je veux savoir qui est le meilleur poids lourd. Et pour ça, il faut battre Jon Jones. Alors après, c'est vrai que si à l'UFC, on a Aspinall et Pavlovich qui font un bon combat, si un des deux devient champion incontesté, peut-être que dans l'année en cours ou d'ici 2025, si Francis Ngannou est toujours actif, on pourrait avoir un combat entre le champion de l'UFC et Francis Ngannou. Mais le problème, c'est que Ngannou, en 2 ans, si je dis 2025, on va dire 1 an et demi, excusez-moi, il peut s'en passer des choses. Ngannou peut perdre, Ngannou peut ne faire que de l'anglais, c'est dans ce cas-là, quand même, ça lui fera un certain temps en dehors de la cage, en dehors du MMA. Donc je sais pas, je pense que là, ce serait le bon moment pour faire un combat. Maintenant, tout est entre les mains de l'UFC, j'ai envie de dire. Il a aussi parlé du combat contre Wilder avec des règles mixtes, et il dit oui, franchement, c'est sur la table. Maintenant, si Francis commence à envoyer des low kicks et des takedowns, je donne pas cher de Wilder. Je suis entièrement d'accord. Mixer les choses, c'est un métier. Francis, c'est le meilleur au monde chez les poids lourds pour faire ça. Donc ça va être très compliqué pour son adversaire si c'est pas un combattant de MMA et si c'est pas l'élite du MMA. Ensuite, on lui pose la question, est-ce que tu avais un game plan pour le combat de boxe anglaise contre Fury? Il dit, bah écoute, on voulait pas faire de Francis un pur boxeur, donc on a fait un camp d'entraînement un peu hybride, on a travaillé beaucoup sur ses points forts, on a essayé d'amener tout ce qu'il avait en MMA qui pouvait servir pour la boxe, on a essayé de l'amener dans ce combat. Il explique aussi que Francis frappe très très fort aux plaques, alors ça on le sait, il y a beaucoup de coachs de poids lourds, les coachs de Jérôme Le Banner l'ont déjà dit, hein, quand tu fais une séance de plaques, de pattes d'ours avec Jérôme Le Banner, tu repars, t'as les bras qui sont tétanisés. Bah Francis Ngannou, c'est pareil, parce qu'il avait été beaucoup critiqué lors de ce qu'on pourrait appeler l'open workout, il y a quelques semaines. On avait dit, ouais, la technique de Francis, c'est pas terrible, c'est pas très puissant. Et son coach, Eric, là, il dit, non, mais
Vous pouvez pas comprendre, moi tous les jours je m'entraîne avec lui, si tous les jours il y va à 100%, il me détruit, il frappe comme un camion. Donc forcément il y a un moment où il faut que Francis se calme un peu, j'ai envie de dire. Il a aussi dit qu'il y aura de la boxe, il va refaire de la boxe, c'est sûr et certain. Est-ce que ce sera le prochain combat? On sait pas. Et Nick Six, c'est le coach de Ngannou, mais c'est aussi le coach de Sean Strickland. Il a vraiment une année complète. Il y a de très fortes chances qu'il gagne le titre de coach de l'année. Et il expliquait que Strickland aussi aimerait pourquoi pas aller faire de la boxe anglaise. Il dit voilà, Sean, toutes les semaines, il va faire une séance de sparring avec des boxeurs de très haut niveau. Donc lui, c'est quelque chose qui lui plairait d'aller en boxe anglaise. Et il explique aussi qu'il est prêt à combattre actuellement. Il s'entraîne, il va bien, il est prêt à rentrer encore en entraînement. Il attend seulement des nouvelles de l'UFC. Ce sera Khamzat Chimaev, mais pourquoi pas Duplessis. Il dit on sait pas ce que va donner la blessure de Chimaev. Strickland, il veut combattre. Il dit que voilà, Khamzat et Strickland se sont déjà entraînés ensemble. Ça a donné de très très belles sessions d'entraînement. Les deux se sont tirés vers le haut. Il dit voilà, maintenant on n'a rien contre Khamzat, mais s'il faut le combattre, on le combattra. Et il explique aussi que vous savez, c'est le retour de Paul Felder. On l'a appris cette nuit justement. Paul Felder a réintégré le pool USADA. Alors il a dit ça veut pas dire que je vais combattre, mais au cas où, s'il y a une belle opportunité, je la prendrai. Alors là, Ariel Helwani laissait entendre que peut-être à l'UFC 300, il pourrait y avoir un combat de légende entre Felder et Miller. Pourquoi pas? Moi, tant que les anciens s'affrontent ensemble, ça me va, mais quand on prend un ancien pour faire le gatekeeper face à une étoile montante et qui se fait détruire, je trouve ça un peu dur. Écoutez, en tout cas, c'est Eric Nicksick qui va le coacher, Felder. Il dit qu'il est très content de ça, que c'est un vétéran, que c'est un mec qui s'investit beaucoup. Et on lui a aussi posé la question, avec la notoriété que tu as aujourd'hui grâce à Francis Ngannou, grâce à Sean Strickland, etc., est-ce que c'est pas un peu dur de dire non à d'autres combattants qui veulent être coachés par toi? Et il dit, en effet, c'est compliqué, mais à un moment, t'as pas le choix, t'es obligé, sinon je serais débordé, je passe déjà pas beaucoup de temps avec ma famille, donc si je prends beaucoup trop d'autres combattants, ça va devenir beaucoup trop compliqué pour ma vie personnelle. Et il dit, c'est pareil pour les journalistes, on propose plein d'interviews, etc., mais des fois, je suis obligé de refuser. Donc écoutez, Eric Nicksick, là, vraiment, je me souviens quand Ngannou a rejoint sa salle, beaucoup de gens étaient sceptiques, on comprenait pas trop pourquoi Ngannou allait là-bas. Bah écoutez, la mayonnaise a très bien pris et les deux se sont tirés vers le haut. Ensuite, on a Archie Colgan, qui est combattant du Bellator et sparring partner de Kamaru Usman et de Justin Gaethje. On lui a posé des questions sur Usman, et voilà, lui il dit, tu vois, ça tient pas à grand chose une carrière de combattant. Usman, il prend un KO à 50 secondes de la fin de son combat. S'il prend pas ce high kick, il est encore champion. Il dit que voilà, Edwards n'aurait pas forcément eu sa revanche parce que Usman le dominait totalement. Il dit aujourd'hui, il en serait où? On sait pas. Il dit moi, quand je le vois s'entraîner, je vois le même Usman qui a 3-4 ans. Pour moi, il a pas baissé de niveau, c'est juste mentalement peut-être où c'est un peu plus dur. Mais il dit regarde là, s'il avait battu Leon Edwards à la décision, le combat d'après, on sait pas contre qui ça aurait été, mais il aurait été encore frais mentalement. Et peut-être que là, il aurait pu demander à monter pour être double champion contre Strickland. Il a déjà battu Strickland, donc il y avait une petite histoire à faire. Et il aurait été dans la course. Et c'est totalement vrai, j'y avais jamais pensé, mais c'est vrai. Une carrière, ça tient à rien. La carrière d'Ousmane, là, sa fin de carrière, en tout cas, j'ai envie de dire, elle tient à un high kick à 50 secondes de la fin d'un combat qui dominait. Et là, tout s'écroule. Il perd ce combat-là par KO, il perd la revanche. Là, il perd contre Chimaev. On sait pas où il en est. Et son partenaire d'entraînement qui dit ouais, moi je trouve qu'il a toujours le même niveau, il en veut toujours autant, mais voilà, c'est des petits détails qui font les carrières. On lui a aussi demandé ce qu'il pensait de Justin Gaethje. Il dit ouais, moi Gaethje, pour moi, il mérite son title shot. J'espère qu'il va l'avoir. Écoutez, là, on sait que c'est en pourparlers. Je vous en ai parlé hier. Ensuite, on a Chael Sonnen qui s'est exprimé sur le combat Chandler-McGregor, et lui il a un peu l'impression d'être pris pour un idiot. Voilà, ce qu'il dit c'est qu'en fait on voit Chandler s'entraîner tous les jours. C'est vrai que Chandler tous les jours il poste des vidéos sur les réseaux sociaux, il est en train de s'entraîner, il a l'air de s'entraîner très dur, et il dit McGregor on le voit, il est à droite à gauche, il est en Arabie Saoudite, il est ici, il est là, on le voit pas vraiment à la salle. Il dit moi je me demande si tout ça c'est pas un peu pour nous prendre pour des truffes. Alors après, moi je pense qu'il y aura quand même un combat de McGregor, parce qu'il a réintégré le pool USADA, quand tu l'entends parler il a vraiment envie de combattre. Avec McGregor, on sait jamais vraiment, mais voilà. Après, Chael Sonnen, il est très très dans la provoque, donc c'est peut-être aussi ça. Mais ouais, des fois, on peut se demander, est-ce qu'on nous prend pas un peu pour des idiots? Est-ce qu'on continue pas à nous parler de McGregor juste pour nous parler de McGregor? On n'a pas l'impression qu'il s'entraîne comme un fou. Après, j'ai envie de dire, il laisse aussi paraître sur les réseaux sociaux ce qu'il a envie de laisser paraître. Donc écoutez, pourquoi pas? Est-ce que ce combat aura lieu? Moi, je l'espère. Chael Sonnen, il a pas l'air d'y croire beaucoup. Chael Sonnen, il est très très proche du monde du MMA, il est souvent dans les médias, etc. Donc c'est un point de vue toujours intéressant à entendre. Maintenant, j'ai envie de vous parler un petit peu de l'UFC de ce week-end. Il y a l'épisode spécial qui est sorti hier, et justement, hier, on a appris que Derrick Lewis s'était fait arrêter par la police parce qu'il a fait un excès de vitesse aux États-Unis. Mais je vous rassure tout de suite, le combat a encore lieu, il n'est pas du tout coincé, il va pouvoir combattre, il est bien arrivé à Sao Paulo, et hier, il nous a fait une magnifique conférence de presse. Derrick Lewis, il faut savoir qu'il a un sens de l'humour très particulier, et on lui dit, ouais alors... qu'est-ce que tu penses du combat contre Almeida? Tu l'as pris quand même à quelques semaines, t'as pas eu encore d'entraînement complet. Sur quoi t'as travaillé en particulier? Et lui il dit, oh, tu sais, j'ai rien travaillé de particulier, moi je fais ça depuis des années, je m'entraîne en striking, je m'entraîne en lutte, je m'entraîne en jiu-jitsu.
j'ai pas vraiment besoin de travailler quelque chose en particulier. Et il dit ouais, je trouve qu'on a des styles qui collent bien. Son style et mon style vont bien ensemble. Alors forcément c'est une blague, hein, ça va pas du tout ensemble. Il dit ouais, je me vois bien lui mettre une clé, un leg lock, donc une clé de jambe dans le premier round. Bon, bien sûr c'est du Derrick Lewis dans le texte. Et à la conférence de presse, ça avait l'air de l'emmerder d'être là. Il était vraiment son côté nonchalant, sa grosse voix, c'était assez drôle. Il dit ouais, vous savez lui c'est une ceinture noire, mais moi je suis une ceinture violette et je suis la meilleure ceinture violette du Texas. Toujours beaucoup d'humour. Et à un moment, il est assez sérieux quand même. On lui dit, ouais, est-ce que tu penses qu'un combat contre Almeida, ça peut te donner une chance au titre? Parce que là, c'est le bazar dans la catégorie. Ça peut aller très vite. Et il dit, non, honnêtement, je pense pas qu'une victoire contre Almeida m'ouvre les portes du titre. Je pense qu'il me faudra encore une victoire dans le top 5. Mais voilà, pour l'instant, j'y pense pas. Je pense juste au combat qui vient. Moi, je pense que c'est vrai. Almeida lui donnera pas les... Vous voyez, Lewis qui bat Almeida, il serait peut-être encore à 2-3 combats du titre, je pense. Alors que Almeida qui bat Lewis en un combat, je suis sûr qu'il peut être propulsé au titre. Parce qu'il y a un petit phénomène autour d'Almeida, surtout s'il le bat au premier round, il va être énormément marketable. Donc je pense que Almeida peut arriver très vite au titre, plus vite que Lewis qui a déjà eu sa chance malheureusement et qui avait échoué. Et ensuite, il a parlé un petit peu justement de cette histoire d'excès de vitesse. Et il a répondu en rigolant, il a dit « Ouais, non, mais c'était pas moi, je pense pas que c'était moi. Regardez, le mec sur la vidéo, il avait des cheveux, moi j'ai pas de cheveux. » Bon, ça c'est du signé Derrick Lewis. Ensuite, on lui dit ouais, t'as vu ce qu'a fait Francis Ngannou contre Tyson Fury? Vous vous êtes affrontés tous les deux, tu l'as battu, qu'est-ce que t'en penses? Il dit ouais, j'ai pas trop regardé le combat, j'avais une soirée d'Halloween ce soir-là. Et puis, dernière petite question, on lui dit ouais, tu sais, là tu vas être en terre ennemie, d'habitude tu combats aux États-Unis, t'es avec ta foule, c'est ton adversaire qui vient te défier sur tes terres. Là, ça va être le contraire. Il dit, oh, tu sais, ça va pas trop m'affecter parce que moi, je parle pas portugais, alors tout ce qu'ils vont me dire, je vais leur dire oui, bien sûr. Et il dit, par contre, s'ils me parlent anglais, là, je vais comprendre. Donc écoutez, Derrick Lewis, toujours très, très fin dans ses paroles. Hier, je vous parlais de Rico Verhoeven, je vous disais qu'il allait combattre ce week-end. Et ben, il a donné une interview hier, il a expliqué un peu ces dernières années ce qui s'est passé pour lui. Et donc voilà, il parle tout d'abord, ça fait 2 ans qu'il n'a pas combattu au Glory. Il a combattu il y a 2 ans au Glory. Là, il y a à peu près 1 an, il a combattu en dehors du Glory. Il dit oui, c'était contractuel, je pouvais le faire. Et après ça, il a été blessé, une blessure au genou très très douloureuse. Il dit ouais, pendant 15 jours, je pouvais plus marcher. C'est la première fois que j'avais une grosse blessure. C'était vraiment très difficile à vivre. Et il explique qu'on lui avait dit qu'il en aurait pour 10 à 12 mois pour se remettre. Il dit bon, finalement, je m'en suis remis en 6 mois. C'est vrai que pendant un moment, j'ai pensé à arrêter ma carrière sur cette blessure. Mais je me suis dit non, c'est pas mon corps qui va décider quand j'arrête, c'est moi qui vais décider. Et moi, j'ai envie de me retirer au top, j'ai envie de me retirer après une victoire. Du coup, on lui demande oui, du coup, ça va être ton dernier combat. Il dit non, ça va pas être mon dernier combat. J'ai envie de combattre encore, de continuer à régner sur ma catégorie. On lui dit qu'il va sûrement y avoir un ring rust, parce qu'il n'a pas combattu depuis 1 an. Il dit ouais, ça par contre c'est pas la première fois de ma carrière. Il dit c'est vrai, il va y avoir un ring rust, mais j'ai déjà pas combattu pendant 10 mois, 1 an et demi. Mais il dit par contre là la petite différence c'est que j'ai été blessé. Donc là je reviens de blessure, j'ai été absent du ring à cause d'une blessure et là c'est la première fois. Très honnête de sa part, t'as beaucoup de mecs qui pourraient dire ouais non, t'inquiète pas, je suis en pleine forme. Il a dit qu'il était en pleine forme, mais il le dit oui, c'est clair que ça va être un moment particulier de revenir. Il dit ouais, je fais beaucoup de sparring. Il a notamment fait du sparring avec Aspinall dernièrement, ils sont très très proches les deux, je vais en reparler tout à l'heure. Il dit donc voilà, là on est dans une maison avec toute ma team, ça fait 15 jours, on s'est isolés tous ensemble, on est à côté de la forêt, on vit tous ensemble parce qu'il dit quand le combat approche comme ça, je deviens un peu nerveux, ma team c'est pareil, donc au moins on est entre nous, on se comprend. On a un chef cuisinier qui s'occupe de la nourriture pour nous, on est dans notre petit monde, la famille vient nous voir 1 ou 2 jours la semaine, mais pas plus. Donc écoutez, il prend vraiment les choses au sérieux, je suis très satisfait de ça, parce que c'est ce que disait Ariel Helwani, il lui dit ouais, ça fait un moment que tu règnes, est-ce que c'est pas trop dur de te motiver pour continuer à rester au top? Et il dit non, moi maintenant c'est plus mes adversaires qui me motivent, quand j'étais jeune c'était d'avoir des adversaires de renom, ça me motivait. Aujourd'hui moi ce qui me motive c'est de me dépasser moi-même chaque jour. Donc une mentalité de champion, j'ai envie de dire. Et il est revenu un peu sur son passif avec Fury et Aspinall. Et Ngannou aussi d'ailleurs. Voilà, parce qu'on lui dit alors, est-ce que ça te plaît toi tous ces combats, ces crossfights? Alors déjà il dit que lui, les influenceurs qui viennent combattre en boxe anglaise, c'est très bien. Il dit oui, ça fait vivre le sport, ça fait grandir le sport même. Il dit les crossfights, c'est pareil, entre Ngannou et Fury, il dit j'ai beaucoup aimé. En plus ça me donne des idées, moi je suis le meilleur en kickboxing, alors j'aimerais bien montrer que je suis le meilleur au monde. Il dit, je me suis entraîné avec Francis Ngannou il y a quelques temps, mais on n'avait pas fait de sparring parce que Francis venait de se faire opérer, et du coup il pouvait pas prendre de coups, donc on avait seulement fait quelques techniques. Il dit par contre je me suis beaucoup entraîné avec Tyson Fury quand j'étais plus jeune, c'était il y a plusieurs années, c'est là où j'ai rencontré Aspinall. Il dit avec Fury on a fait des rounds. Donc voilà, il dit moi j'ai déjà combattu en boxe anglaise, en kickboxing, en MMA, donc si demain on me propose un combat, un peu un crossfight, comme on dit, je serais ravi de le faire.
En parlant d'Aspinall, on lui dit bah t'as vu Aspinall, il a bientôt son combat là, il l'a pris en short notice, qu'est-ce que t'en penses? Il dit oh, honnêtement, moi je suis confiant pour Aspinall, c'est un mec qui s'entraîne tout le temps, c'est un mec qui a beaucoup envie d'apprendre. Et il y a un petit point positif, alors ça moi j'avais jamais pensé à ça, il dit tu vois son adversaire il a peut-être fait 10 semaines de camp d'entraînement, donc ça fait 10 semaines qu'il pense au combat, ça fait 10 semaines que la pression monte, la fatigue morale, la fatigue mentale, il dit lui Aspinall il a pas le temps d'être fatigué, on lui a annoncé le combat 2 semaines avant, boum, faut qu'il bûche, faut qu'il travaille, pas le temps d'être fatigué, pas le temps d'accumuler de la nervosité. C'est un point très intéressant, j'y avais jamais pensé. Il a aussi parlé de son après-carrière, il a dit qu'il aimerait faire du cinéma, il tourne déjà des films, là il a joué son premier grand rôle récemment, c'est sorti sur Netflix, il dit ouais je suis assez content de ça, c'est ce que je veux faire après ma carrière. Et avant de finir l'interview, on lui dit ah t'as vu il y a Overeem, parce que c'est un néerlandais Overeem, tout comme Rico Verhoeven, il dit t'as vu Overeem il s'est retiré, qu'est-ce que ça t'a fait? Et il dit ouais ça m'a rien fait du tout. Et là, moi, ça m'a un peu étonné. Je dis, quand même, pour un néerlandais, Overeem, c'est quelqu'un, tu pourrais être fan. Il dit, ouais, tu sais, Overeem et moi, on devait s'affronter. Finalement, ça s'est pas fait. Il a préféré aller affronter Badr Hari. Et encore une fois, il s'est fait tester positif aux produits dopants. Donc, moi, j'affronte pas des tricheurs. Donc, voilà, tu sens qu'il y a eu un petit passif entre les deux et que ça ne lui a pas vraiment plu à Verhoeven. Écoutez, assez parlé de MMA et un peu de kickboxing pour une fois. Je vous propose de passer à la minute boxe. Et la première info de cette minute boxe, c'est Shakur Stevenson qui explique qu'il aimerait bien affronter un combattant de MMA dans un ring de boxe. Il dit voilà, il y a différents niveaux dans ce sport et j'ai envie de leur montrer qu'ils ne sont pas à notre niveau. Écoutez, l'argent qui est en jeu, je pense, donne envie à beaucoup de gens de sauter le pas. Ensuite, on a Manny Pacquiao qui s'est exprimé sur Tank Davis, Gervonta Davis, et il explique que s'il était prêt à monter, Davis, lui, il aimerait bien l'affronter. Il a dit qu'il était aussi en pourparlers avec Mayweather pour refaire un combat. Bah écoutez, moi, il y a pas longtemps, je vous disais que Pacquiao voulait participer au JO de Paris. Je pensais que sa carrière professionnelle était un peu derrière lui, il est quand même vieillissant. Un combat contre Davis, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais écoutez, s'il y a de l'argent en jeu, pourquoi pas. Après, Davis, il a peut-être plutôt envie de combattre des mecs qui sont un peu plus dans le move, hein. Je veux rien enlever à Pacquiao, mais bon, je pense que Davis, s'il a envie de se créer une légende, d'accroître son palmarès, vaut mieux prendre des mecs qui montent, des mecs qui sont dans le coup, et pas Pacquiao qui sort plus ou moins d'une retraite, on sait pas trop ce qu'il fait. Écoutez, on aura la réponse, j'espère, prochainement. On a Ryan Garcia aussi qui s'est exprimé suite à sa défaite contre Davis, hein, ça a été très dur. Avant ça, il y avait beaucoup d'engouement autour de lui. Là, on a vu qu'il y avait vraiment un palier à franchir et que malheureusement, il n'avait pas encore le niveau de l'élite. Et il a dit oui, voilà, maintenant c'est mon retour, je vais être focus sur ma carrière. Je me suis trop occupé de ce qui se passait sur les réseaux sociaux, de la vie des gens, mais maintenant c'est fini. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'être champion du monde et c'est de gagner. Donc vous allez me voir à 100%. Très très bonne mentalité, je pense qu'il rebondit très bien de sa défaite et j'ai hâte de voir son retour. Et enfin, Fury contre Usyk. Alors, il semblerait que c'est mort pour le mois de décembre. C'est reporté au mois de février, toujours en Arabie Saoudite. Ce sont de très très grosses rumeurs et ça va très certainement se confirmer dans les jours à venir. Écoutez, pour faire la transition entre la boxe et le MMA, je vais vous parler de Darren Till. Vous savez, on pense qu'il va faire de la boxe anglaise. Eh bien écoutez, on ne sait toujours pas, mais là il y a une très très grosse rumeur comme quoi il irait combattre en Russie contre Magomed Ismailov. Donc Magomed Ismailov, moi je le connaissais pas, c'est un combattant de MMA russe, très très connu sur les réseaux sociaux apparemment, il a beaucoup de fans en Russie, il a fait de la boxe anglaise aussi, alors là on sait pas encore le combat, comment ça va se passer, est-ce que ça va être du MMA, est-ce que ça va être de la boxe, on n'a pas d'informations, mais c'est une très grosse rumeur, il semblerait qu'en Russie on en parle beaucoup. Donc écoutez, Darren Till, pourquoi pas. Par contre, il faudrait pas aller perdre en Russie contre un mec que le grand public mondialement ne connaît pas. Moi, je sais pas si vous le connaissiez, ce mec-là, un Magomed Ismailov. Moi, je connaissais pas du tout. Donc là, vraiment, s'il prenait une défaite là-bas, ce serait très très compliqué pour la suite. Ensuite, on a notre ami Benel Dariush qui a donné une interview à The Schmo et il parle d'Arman Tsarukyan, hein, son prochain combat, je vous ai dit que c'était officiel, pour le 2 décembre, si je dis pas de bêtises, à Austin, au Texas. Il dit ouais, tu sais, Tsarukyan, pour moi, c'est le futur de la division, de la catégorie, excusez-moi. Il est très très bon et moi, je veux combattre ces gars-là. Moi, quand je vais me retirer, je veux pouvoir me dire que j'ai combattu les meilleurs, que j'ai eu une belle carrière et que tous les gars qu'on a mis en face de moi, je les ai pris et que c'était les meilleurs du monde, qu'il n'y a pas eu de combat, entre guillemets, facile. Bonne mentalité de Benel Dariush, hein. Son dernier combat, il a pris un KO contre Charles Oliveira. Sinon, il était pas loin d'avoir une chance à la ceinture, à mon avis. Écoutez, on va voir ce que va donner ce combat. C'est vrai que moi, dans les années à venir, je parierais plus sur Tsarukyan que sur Dariush. Mais une victoire contre Tsarukyan, ça le remettrait tout de suite dans la peinture pour le title shot. Ensuite, on a Jorge Masvidal. Oh, Jorge Masvidal, il va nous présenter une carte. Je vous disais hier ou avant-hier qu'il avait une organisation qui s'appelle Gamebred Fighting. Je savais plus si c'était de la boxe anglaise, si c'était du bare knuckle ou si c'était du MMA sans gants. Apparemment, il fait un peu de tout. Et là, il nous prépare une carte pour le 10 novembre. Ça va être du MMA sans gants, main event, Roy Nelson contre Belcher. Il y aura aussi Jason Knight, Sherman. Au total, il y a 12 anciens combattants de l'UFC. Je vous mets l'affiche.
Ça va être sur YouTube. On pourra voir les combats sur YouTube. Alors je sais pas encore si ça va être payant sur YouTube ou gratuit sur YouTube. Mais en tout cas, moi je pense que je vais regarder du MMA sans les gants. Roy Nelson, pour info, ceux qui connaissent pas, il a pas un physique de combattant, mais je peux vous dire qu'il avait un overhand de folie. Il a mis des KO magnifiques. Et si je vous parle de Jorge Masvidal, c'est parce qu'il a donné son avis sur Khamzat Chimaev. Et lui, il pense qu'en middleweight, ça va être beaucoup trop compliqué pour lui. Il dit non, il y a trop de tueurs dans cette catégorie-là. Lui, il est un peu trop léger, et moi, je pense que ça va pas le faire. Il va se faire blesser. Écoutez, c'est l'avis de Masvidal. Est-ce qu'il a une petite dent contre Chimaev et puis qu'il a envie de le piquer un peu? Je sais pas, mais moi, je trouve que c'est un point de vue intéressant, comme je le dis souvent. Ensuite, on a Grant Dawson. Vous savez, il avait pris un KO contre Green. Et il a mis une photo sur les réseaux sociaux, c'était le premier jour hier où il refaisait du sparring depuis le KO. Moi, Dawson, vous savez, j'aime beaucoup, je pense qu'il a un avenir dans la catégorie. Je pense que c'était un accident contre Green, l'avenir me fera peut-être mentir, mais en tout cas, j'espère que s'il continue à gagner et que Benoît Saint-Denis continue à gagner, je me dis que pourquoi pas les deux pourraient s'affronter même très rapidement. Le problème, c'est que là, Dawson, il est ressorti du top 15. Donc là, si Benoît Saint-Denis gagne la semaine prochaine, il va sûrement rentrer dans le top 15. Dans le top 15. Donc prendre Dawson, ce serait faire un pas en arrière. Mais je pense que les deux sont pas très loin et qu'un jour, peut-être, ils croiseront le fer. Ce sera un combat très intéressant, surtout au sol. Il y a un énorme niveau au sol. J'ai hâte de voir ça. On a aussi Merab Dvalishvili qui explique que comme Sean O'Malley ne veut pas le combattre, et ben il va se concentrer sur Henry Cejudo. Bon écoutez, Dvalishvili Cejudo, c'est un magnifique combat, surtout pour ce qui est de la lutte. J'ai assez hâte de voir ça. Stipe Miocic, qui est plutôt discret sur les réseaux sociaux, qui nous a posté une photo en disant qu'il était loin d'être terminé. Alors écoutez, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, parce que s'il était loin d'être terminé, je pense que... Après, on lui a pas proposé, vous me direz, le combat pour la ceinture intérim, mais s'il voulait vraiment revenir être actif, il aurait pris Aspinall ou Pavlovic, surtout Pavlovic, qui était préparé. Je sais pas, je sais vraiment pas ce qu'il en est de Stipe Miocic, est-ce qu'il va attendre John Jones, est-ce qu'il va recombattre, est-ce que c'est l'UFC qui le bloque, est-ce que c'est lui qui ne veut pas combattre quelqu'un d'autre que John Jones? Je ne sais pas, mais bon, pour une fois qu'il sort du bois et qu'il poste sur les réseaux sociaux, je trouvais qu'il était important de le souligner. L'UFC retourne à Shanghai le 9 décembre. Et vous savez, notre Français Kevin Jousset avait dit qu'il allait sûrement combattre en Chine, mais il dit je peux pas en dire plus. À mon avis, ce sera sur cette carte-là. Donc il y aura des combattants chinois, il y en a de plus en plus. Hein. On peut avoir une carte bien sympathique. Ce week-end, avant l'UFC au Brésil, on va avoir le Polaris et Craig Jones qui va affronter Gerald Meerschaert. Craig Jones, pour info, c'est le coach de JJB, de grappling, de Volkanovski. Il est très connu sur les réseaux sociaux, c'est un Australien, il fait beaucoup de compétitions au très très haut niveau. Et voilà, la petite blague, c'est qu'il est un peu connu pour être l'éternel second. Il échoue toujours devant la première place, il en joue beaucoup lui aussi. Hein. Il dit voilà, je sais que quand je rentre dans un tournoi, je vais pas être champion, je vais être deuxième. C'est vrai que souvent il termine deuxième. Moi j'aime bien son style, je suis pas un grand fan de grappling, mais je trouve que ce qu'il fait c'est plutôt bien. Il met souvent des petites vidéos sur les réseaux sociaux, tout ça, donc... Je pensais que ça allait vous intéresser de le savoir avant l'UFC. Si vous voulez être réveillé toute la nuit, bah écoutez, ça va être à l'heure française, hein, parce que c'est à Southampton en Angleterre. Vous pourrez vous regarder une petite soirée grappling. Ensuite, une petite info cinéma. Conor McGregor a été listé par le magazine The Hollywood Reporter comme un des 25 noms qui pourraient potentiellement, dans les prochaines années, être une des stars des films d'action. Alors écoutez, je sais pas, ce qui est sûr c'est que McGregor, de l'argent, je pense pas qu'il en ait encore besoin avec tout ce qu'il a, mais je sais que le cinéma ça l'intéresse, il en avait souvent parlé, donc avec le nom, avec sa personnalité, je pense qu'il aura de quoi se recycler à la fin de sa carrière. Ensuite, une petite photo de Marc Goddard, arbitre de l'UFC, je ne savais pas, il est ceinture noire de JJB et il me semble que je vois 3 degrés, donc sacrée ceinture noire. J'avais parlé de Beltram il y a quelques semaines qui venait d'avoir sa ceinture marron, si je dis pas de bêtises, et voilà, Goddard ceinture noire, vous savez, les arbitres sont très actifs, puis c'est important d'avoir des arbitres qui sont bons au sol, parce que le sol, faut le comprendre. Un arbitre qui n'y connaît rien au sol, il va arrêter un combat alors qu'il n'y a pas de raison, ou au contraire, il va pas arrêter alors que le mec s'est endormi. Donc c'est bien, voilà, les arbitres qui s'entraînent, je trouve ça super. Écoutez, c'est le moment de la minute auditeur. Et cette minute auditeur, on la commence avec Andy qui m'explique qu'avant de combattre en poids lourd, donc je disais hier que Almeida combattait en lourd léger, et lui me dit ouais, je crois avoir entendu qu'en 93 kg, il n'arrivait pas à trouver d'adversaire à l'UFC, et du coup il est monté. Alors moi je connaissais pas du tout, je te fais confiance, je pense que c'est vrai. Et il me dit ouais, par contre je pense que s'il reste en poids lourd, va falloir faire une prise de masse au fur et à mesure, parce qu'il est un petit peu léger. Même si ça veut rien dire, on a vu un Stipe plutôt léger devenir champion du monde. Ouais, c'est vrai que t'es pas le seul à dire ça. Moi Almeida, quand je le voyais physiquement au début, je me disais ouais, c'est un sacré morceau, il doit être lourd. En fait pas tant que ça. Souvent les commentateurs le disent pendant son combat, ils disent ouais, il est un peu léger par rapport à l'autre, est-ce qu'il va réussir à l'amener au sol? Bon bah jusqu'à aujourd'hui il a toujours réussi à les amener au sol. Là Lewis je pense qu'il va arriver à la limite des 120 kg. Donc là, ça va être intéressant de voir s'il l'amène facilement au sol. Après, ce qu'il y a, c'est que comme s'il amène Lewis au sol, on sait que Lewis au sol, c'est assez limité.
Donc il va sûrement facilement le soumettre. Moi je dis ça, il suffit que je dise ça pour que ça n'arrive pas. Mais ouais, quand il va monter, qu'il va prendre des mecs lourds qui savent se défendre au sol, qu'est-ce que ça va donner? Je sais pas du tout, j'ai hâte de voir ça. Ensuite, on a Patrick qui nous explique que l'UFC, parce que j'ai parlé la semaine dernière, en début de semaine, du Pride et de l'UFC, à l'époque c'était un peu la concurrence. Il me dit, ouais, c'est vrai que l'UFC est sorti vainqueur de cette bataille contre le Pride, mais aujourd'hui il y a beaucoup d'organisations qui montent, le One, le Bellator, etc. Il dit, moi je pense que l'UFC va rester au top, le meilleur ce sera toujours à l'UFC, je schématise ce qu'il a dit, hein, Patrick, mais que pour les combattants c'est bien parce que d'avoir plusieurs organisations, ils pourront aller chercher de l'argent ailleurs, ils pourront faire le choix entre aller dans la meilleure organisation du monde ou aller dans une organisation qui va bien les payer. Je suis entièrement d'accord avec toi, les grands gagnants de tout ça, ça reste les combattants qui pourront aller chercher un billet. S'il n'y avait que l'UFC, bah, l'UFC donnerait les salaires qu'elle veut. Mais comme il y a d'autres organisations, les combattants en bénéficient. Puis il me dit aussi qu'il a l'impression que Francis Ngannou a vachement travaillé sur sa communication. Je suis assez d'accord. Déjà au début, il y avait la barrière de la langue, il parlait pas super bien anglais. Aujourd'hui, c'est top, il parle très bien anglais. Et puis il joue de son personnage, la force tranquille, j'ai envie de dire, et ça a l'air de très bien marcher pour lui. Et on finit avec Vichous qui me dit, ouais, tu penserais quoi d'un combat Ned Diaz contre Doumbé? Il me dit ça un peu en rigolant. Et franchement, moi, aujourd'hui, je pense que Ned Diaz, il est un peu sur la fin. Maintenant, il y a quand même quelques aspects du combat. Alors peut-être que Doumbé le mettrait KO au premier round, hein, c'est fort possible, même si Diaz, il a un sacré menton, mais pourquoi pas. C'est que Diaz, il est très durable. Alors un combat en 5 rounds, qu'est-ce que ça donnerait si Diaz est encore vivant au bout du 4e round? Là où il commence à accélérer, là où il met beaucoup de volume dans ses frappes. Et si le combat arrivait au sol, comment Doumbé s'en sortirait contre Ned Diaz, qui, je vous le rappelle, est une sacrée ceinture noire de Jiu-Jitsu? Ce serait quand même un combat intéressant, je sais pas si ça aura lieu un jour, mais c'est une petite idée à creuser. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi l'émission, on arrive au bout, ça y est, on a dépassé les 500 abonnés, je vous remercie. Vous avez vu, j'ai modifié un peu la vignette et je voulais travailler beaucoup plus sur la vignette aujourd'hui, j'ai pas eu le temps, j'étais un peu débordé. Mais voilà, j'ai ajouté ça, vous me direz ce que vous en pensez, si vous préférez ce style de vignette-là. C'est amené à évoluer bien sûr dans le futur. Écoutez, n'hésitez pas à commenter, moi je vous réponds, à vous abonner, et puis on se retrouve demain 17h pour une nouvelle vidéo. Salut!